Dans ce journal, nous allons parler de la nouvelle stratégie adoptée par le Programme alimentaire mondial et la Direction générale de la protection civile face aux aléas climatiques, notamment les inondations et la sécheresse au Mali. Ils ont opté pour la sensibilisation des communautés et des acteurs des questions climatiques à travers des messages. La sensibilisation, c'est la stratégie adoptée également par l'Office national de la santé et de la reproduction à l'endroit des élèves et étudiants à travers la campagne intégrée de sensibilisation qu'elle a lancée. Les étudiants et responsables de l'université de Kabbalah ont accueilli une équipe de l'Office dans ce cadre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social était l'invité du 20h d'hier soir. Le docteur Fassoun Koulibaly s'est prononcé sur les résultats du dernier concours direct d'entrée à la fonction publique de l'État. Des résultats qui ont été publiés hier après-midi. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Fin du processus d'organisation des concours directs de recrutement de la fonction publique, exercice 2024. Nous avons effectivement fini les travaux et les résultats ont été publiés ce soir vers 18h30 au centre des concours de la fonction publique au quartier du Fleuve. Pour 58 075 candidats qui ont postulé au concours de cette année, nous avons 746 admis sur 773 postes à pourvoir. Et vous vous rendrez compte qu'en faisant le différentiel, qu'il y a au moins 27 postes qui n'ont pas été pourvus. Et pour continuer dans le même registre, nous avons, à la suite de la vérification des diplômes, nous avons eu 11 faux diplômes qui seront transmis effectivement aux autorités judiciaires pour engager des poursuites contre les intéressés comme nous l'avons fait pour le concours passé. Et sur les 746 admis, nous avons 414 hommes contre 332 femmes. Donc, c'est pour dire que les femmes aussi continuent aujourd'hui, effectivement, à occuper leur place dans le concours de la fonction publique. D'accord. Un concours propre, on peut dire. Et quelles sont les dispositions prises en amont pour assurer justement la fiabilité et éviter les fraudes? D'abord, nous avons revu l'arrêté qui fixe les règles d'organisation du concours pour corriger les insuffisances. La première insuffisance que nous avions constatée à l'époque, c'était le choix de la transmission des sujets. Donc nous avons changé ce choix. Aujourd'hui, le sujet n'est plus transmis entre plusieurs mains. C'est une commission restreinte composée d'enseignants donc qualifiés qui vont recevoir directement donc les sujets, qui viennent aussi des enseignants qui ont été désignés directement par les écoles et universités, qui viennent déposer directement le sujet entre les mains donc de cette commission restreinte. Nous avons cette année fait en sorte que les candidats, quand ils rentrent dans la salle, tout le monde est fouillé. Tout le monde est fouillé pour assurer effectivement la transparence également du dispositif à ce niveau. Une fois les copies disponibles, nous avons aussi introduit une innovation. C'est quoi? C'est le classement et la codification des copies. Parce qu'avant, les copies n'étaient pas codifiées. Les copies, l'entête était juste simplement collée et puis c'était très aléatoire. Mais on a codifié maintenant et à partir de cette codification, la correction se fait sous codification. Les notes sont portées sous codification. C'est au moment de l'admissibilité qu'on ouvre la codification, qu'on libère les codes et en ce moment, on peut savoir quels sont les admissibles. C'est là qu'intervient également la vérification des diplômes au niveau des établissements publics et instituts qui ont délivré ces diplômes-là. C'est pourquoi nous avons décelé cette année 11 faux diplômes. Et une fois que le résultat est disponible, il y a la possibilité de réclamer. Les candidats ont la possibilité de réclamer les notes, ils ont la possibilité de réclamer les copies par voie d'ici. Vous allez constater que les résultats sont affichés avec les moyennes. En ce moment, il est plus facile de savoir si vous devez passer ou vous ne devez pas passer en fonction du rang que vous avez occupé dans la liste des admis. Donc voilà un peu un ensemble d'innovations pour assurer la transparence donc, des concours. Le programme alimentaire mondial et la Direction générale de la protection civile intensifient les initiatives face aux aléas climatiques, notamment les inondations et la sécheresse au Mali. Les deux parties réfléchissent à l'élaboration d'actions anticipatoires à travers des messages d'alerte précoce pour impliquer les communautés et les acteurs des questions climatiques dans la gestion des risques de catastrophes. Les précisions avec Boukari Koulibaly.
Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Cette assertion, le Programme alimentaire mondial et la Direction générale de la protection civile décident d'en faire la leur. À travers l'atelier national de co-création des messages d'alerte précoce, les deux structures entendent anticiper sur les éventuels cas de catastrophes naturelles, notamment les inondations et la sécheresse. L'objectif est d'élaborer des messages d'alerte précoce simples, compréhensibles et accessible par divers canaux de diffusion. Ce processus repose sur une conception participative impliquant les communautés locales, les services techniques, pourvoyeurs de données agro-hydroclimatiques et les acteurs humanitaires impliqués dans la gestion des risques de catastrophes au Mali. Et l'atteinte des résultats de ce processus nous permettra de marquer un pas décisif vers l'ambition souveraine du Mali de doter le pays d'un système d'action anticipatoire robuste pour faire face aux aléas climatiques. Le processus inclusif de co-création de messages d'alerte précoce s'inscrit dans le cadre du processus d'implémentation des actions anticipatoires dans la gestion des crises et catastrophes. Je voudrais à cet instant exprimer toute la reconnaissance et la gratitude du département de la sécurité et de la protection civile, de la Direction générale de la protection civile aux partenaires qui accompagnent ce processus avec constance et expertise. Grâce à cet engagement collectif, le Mali est en train de bâtir une culture d'anticipation aux risques climatiques extrêmes en assurant la transition vers une gestion coordonnée et intégrée des chocs. Cet atelier qui s'ouvre sur 2 jours bénéficie de l'accompagnement technique et financier de la FAO, de l'UNICEF et d'autres acteurs des questions climatiques, environnementales et sécuritaires. Et face au risque de catastrophes naturelles et crises humanitaires, au-delà de la prévention, les capacités de réponse de la protection civile sont également renforcées dans le cadre du projet DP ECO. Certains éléments viennent de participer à un atelier de stimulation, ceci pour permettre aux participants de planifier, conduire et évaluer des scénarios présentés afin d'être mieux préparés à intervenir lors de catastrophes naturelles. Les explications avec Soumaou Aïdara. S'entraîner aujourd'hui pour sauver des vies demain, c'est cette vision qui anime le consortium DP ECO et la Direction générale de la protection civile. L'activité implique les directions régionales de la protection civile des régions du centre et du nord. L'atelier en question est une formation sur l'exercice de simulation SIMEX, à savoir les préalables à faire en cas de catastrophe naturelle ou pandémie, entre autres. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique du renforcement opérationnel des acteurs de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, des directions régionales de la protection civile des régions du Mopti, Badjangara, Douanza, Tombouctou et Gao, ainsi que les experts de gestion des risques de catastrophes de la DGPC et des structures membres de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. L'Union européenne, à travers ECO, son bras humanitaire, soutient ces efforts. En 2024, elle a consacré 3,2 millions d'euros au renforcement de la préparation aux catastrophes au Mali, témoignant ainsi de son engagement à appuyer les capacités locales de réponse anticipées et efficaces. Le représentant du directeur général de la protection civile a insisté sur l'importance de l'anticipation et de la préparation face aux crises récurrentes. Il a souligné que la maîtrise des outils de simulation est aujourd'hui indispensable pour renforcer l'efficacité des interventions. Cet exercice de simulation, surtout celui d'aujourd'hui, est reconnu comme étant un levier essentiel pour tester et permettre la mise à jour des procédures interdisciplinaires et interministérielles de coordination, notamment sur le plan d'organisation des secours, le plan ORSEC national, de mesurer les délais d'activation des différentes cellules, de tester les systèmes d'alerte précoce et les mécanismes de communication en temps de crise. Alors que les crises et les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus complexes et fréquentes, la simulation n'est plus un exercice théorique, mais une nécessité vitale. Former, anticiper, coordonner, c'est ainsi que le Mali renforce pas à pas sa capacité à protéger ses populations, selon les initiateurs.
Et la réponse humanitaire est un volet important pour juguler les effets des catastrophes naturelles. C'est dans ce cadre que les acteurs humanitaires de Kayes ont pris part à un atelier de préparation et de réponse aux urgences. C'est une initiative de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Les précisions avec Kabadjara. Organisé par la Direction nationale du développement social à travers la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Kayes grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette formation des acteurs humanitaires dans les régions de Kayes, Kita et Nyoro vise à améliorer les connaissances et les compétences du personnel des services techniques intervenant dans l'action humanitaire pour contribuer à une réponse d'urgence efficace et adaptée aux crises humanitaires. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il faut conjuguer les efforts de tous les acteurs pour que nous puissions faire face à ces urgences humanitaires. Sans quoi, ça va être une catastrophe. Cet appui, c'est d'avoir invité aussi les hommes de la presse, de pouvoir aussi multiplier les informations et surtout les conduites à tenir. C'est un appel à l'action, non seulement pour répondre à l'urgence sociale, mais aussi pour préparer un avenir où chaque enfant, chaque femme, chaque homme puisse vivre en sécurité et prospérer. Les situations humanitaires qui continuent d'affecter les populations du nord et du centre de notre pays ont fini par s'étendre aux régions du sud, selon le représentant du gouverneur de la région des Kayes. Ces populations connaissent, à l'instar de celles des régions du nord et du centre, une situation de vulnérabilité accentuée. Ainsi, pour prévenir et ou atténuer les effets des crises humanitaires sur les populations, le renforcement des capacités des acteurs et en particulier les techniciens des services sectoriels s'avèrent une nécessité impérieuse. Durant 4 jours, des thèmes entre autres seront développés: la politique nationale de l'action humanitaire, les fondamentaux de l'action humanitaire, le système humanitaire international, les procédures en matière de préparation et de réponse aux urgences. Changeons de registre. Les techniques de construction et les potentialités de l'argile dans l'urbanisme et la construction des bâtiments, ces notions sont exposées à l'École supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme. C'est au cours d'une séance intitulée de la mallette pédagogique dans l'enseignement de l'architecture de terre. La démonstration s'inscrit dans le cadre de la semaine culturelle de l'établissement. Les précisions avec Batraouri. L'environnement de plus en plus marqué par les effets des changements climatiques exige de se conformer aux réalités du moment en matière de construction et d'urbanisme. C'est pourquoi l'ESIO, l'École supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme, place la matière terre au centre de l'innovation. La journée de sensibilisation s'intitule la mallette pédagogique. C'est un outil de sensibilisation qui met l'accent sur la matière terre comme élément essentiel dans la mise en œuvre du bâtiment. Nous sommes assez avancés dans la mise en application du matériau terre et que dans les années à venir, ce sera une politique pour les pays du Sahel de construire les maisons en terre. La terre peut être une solution durable pour la simple raison que avec l'évolution de la technique, comme vous venez de voir, il y a des éléments caractéristiques de la terre qui vont nous permettre, dont nous commençons à maîtriser et de faire en sorte que la maison soit durable. Je dois vous dire que si on peut faire l'historique, il y a à peu près 200 ans que le ciment a existé. Mais avant ça, toutes les maisons du monde étaient construites en terre ou en pierre. Donc il faut chercher ces techniques anciennes, les moderniser, les valoriser pour en faire des maisons vraiment durables. Ça va nous pousser à aller beaucoup vers la terre pour pouvoir la mettre en valeur parce qu'on a en quantité de terre au Mali ici et vraiment il faut que nous les ingénieurs nous mettons en valeur cette terre pour pouvoir vraiment la servir dans la construction des habitations et des constructions routières aussi. Soutenu par la Banque mondiale, l'École supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme est depuis longtemps dans cette logique de promotion des techniques de construction innovantes. On est en train de développer les compétences au niveau local, au niveau des étudiants pour pouvoir mieux maîtriser ce matériau, comprendre ses propriétés géotechniques, techniques, etc. pour pouvoir mieux l'utiliser, maximiser en fait ses avantages. Cette séance de démonstration s'inscrit dans le cadre de la semaine culturelle de l'ESIO. L'école apporte ainsi sa contribution pour l'année 2025, décrétée année de la culture par les autorités du Mali.
Célébration de la journée de l'enfant africain, Ndamali joue sa partition à travers une journée d'information, de sensibilisation et de plaidoyer. Le thème retenu est la migration précoce en lien avec nos valeurs et cultures. Quel avenir pour nos enfants? Plusieurs acteurs engagés pour le respect des droits des enfants et de la lutte contre la migration étaient présents à la rencontre. Les précisions avec Mariam Koulibaly. Connu pour ses efforts dans la protection des enfants, Ndamali marque sa partition dans la célébration de la journée du 16 juin, journée de l'enfant africain, par la tenue d'une journée d'information, de sensibilisation et de plaidoyer. Le thème retenu est la migration précoce en lien avec nos valeurs et cultures. Quel avenir pour nos enfants? Le thème choisi par Ndamali et ses partenaires, à savoir la migration précoce en lien avec nos valeurs et cultures, quel avenir pour nos enfants? À l'instar du thème national de cette année 2025, nos valeurs et cultures, un bouclier pour les enfants, en appel à l'urgence et à la nécessité des actions transversales et harmonisées conduites par les acteurs communautaires, humanitaires et étatiques de la protection des droits de l'enfant. Le programme meublé de panel permet aux participants de mûrir la réflexion sur les stratégies de promotion de nos valeurs et cultures en vue de réduire considérablement la migration précoce. Une manière pour les organisateurs de dégager des voies et moyens en vue de garantir aux enfants maliens un environnement protecteur. Cette journée organisée avec l'appui de Ndamali et ses partenaires nous donne l'occasion de rappeler l'urgence d'agir et de plaider pour les actions concrètes. Parmi ces actions, nous devons reconnaître pleinement les enfants en mobilité dans tous les textes et accords et politiques encadrant la protection et l'éducation des enfants dans notre pays. Il ne s'agit pas d'interdire la migration et la mobilité parce que c'est quand même un facteur de développement, un facteur de culture aussi, parce que ça fait partie aussi quelque part de notre culture. Donc il s'agit de comment encadrer, faire en sorte de minimiser les risques. L'ouverture des travaux est marquée par des prestations en slam et sketch sur la migration des enfants. Dans le cadre de son programme d'action, l'Office national de la santé et de la reproduction a lancé une campagne intégrée de sensibilisation en milieu scolaire et universitaire. Cette initiative vise à répondre efficacement à plusieurs enjeux prioritaires de santé publique, notamment l'hygiène menstruelle, la prévention et la vaccination contre le papillomavirus humain, le dépistage volontaire de VIH-Sida. Les responsables et étudiants de l'université de Kabbalah ont accueilli une équipe de l'office dans ce cadre. Les précisions avec Awada Mankoulibaly. Comment étudier sans une bonne santé? Lorsque les étudiants peinent à aller vers l'information, alors l'information vient à eux. Ceux de Kabbalah ont bénéficié d'une journée d'échange et d'orientation pour traiter leurs multiples préoccupations. Nous, les jeunes, c'est difficile de s'asseoir, de discuter de santé avec les personnes âgées. Donc cette campagne peut nous aider, entre nous frères, d'avoir des informations précises sur notre santé. Et souvent, il y a des jeunes filles qui arrivent avec des enfants sans bonne. Autre chose, vous voyez, nous nous plaignons tous et vous plaignez avec nous de la situation des toilettes aujourd'hui. Au Mali, les chiffres sont très éloquents en ce qui concerne la santé de la reproduction. Au Mali, selon l'enquête démographique de la santé, 36% des adolescents ont déjà commencé leur vie reproductive. Un tiers d'entre elles sont déjà mères avant d'avoir leur diplôme. Et c'est pourquoi cette campagne est intégrée, ambitieuse et sans concession. Une clinique mobile pour offrir des services de qualité en planification familiale, dépistage du VIH, hygiène menstruelle, une campagne médiatique, mais aussi une e-campagne numérique. En cette 21e édition, la collaboration des étudiants de Kabbalah est sans appel. En plus de se garantir une vie saine, ils ont contribué à sauver beaucoup d'autres vies en donnant pour la plupart une poche de sang. Tenue de la deuxième phase du recensement général agricole, l'activité se tient sur l'ensemble du territoire et qui vise à disposer de données fiables tenant en compte
tous les aspects de l'agriculture. Il s'est agi également d'évaluer les conditions d'exécution de l'opération, les grandes lignes de cette deuxième phase du recensement général agricole à Menaka et San avec Shirfou Moulay Aydara et Idrissa Kouni. Cette deuxième session du comité technique régional de Menaka dans le cadre du recensement général de l'agriculture regroupe les différents acteurs impliqués. Se veut de faire le point des acquis et tracer les perspectives afin de disposer de données statistiques fiables de la région en matière d'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la présentation des activités réalisées, faire les bilans de l'avancement, tirer un pourcentage et présenter les difficultés. Ensemble maintenant, voir comment trouver des solutions autour de ces difficultés. Les autorités administratives fondent beaucoup d'espoir sur l'issue de ces activités qui seront menées sur le terrain pour une période de 4 mois à travers tous les aspects de la sphère agricole. Dans le souci d'assurer une bonne mise en œuvre des activités de collecte et l'obtention de données de bonne qualité, chaque mois des missions de supervision sont programmées à travers la région. À ce stade de la collecte et après le comité technique qui a statué sur les documents techniques de l'opération, il revient aux régions de présenter l'état d'avancement des activités de terrain et avoir des orientations. Au cours des travaux, le comité va exploiter les voies et moyens en vue d'atteindre les objectifs escomptés par les autorités de la transition autour du RGA. Pour cette deuxième phase du recensement général agricole RGA dans la région de San, les agents sont en train de travailler dans 730 sections d'énumération. Pour que ces travaux se déroulent à hauteur des souhaits, le comité régional du RGA, à travers cette deuxième session, doit plancher sur l'état d'avancement des travaux, échanger sur les difficultés rencontrées et faire des propositions idoines. À la date d'aujourd'hui, la région est parvenue à géolocaliser 104 923 parcelles, pour une superficie de 236 451 hectares, ce qui nous donne un taux de progression actuel de 49%. Malgré ces chiffres encourageants, l'insécurité et plusieurs autres défis demeurent. Il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui sont réticents par rapport à la géolocalisation de leurs parcelles, qui ont pourtant accepté se faire dénombrer et se faire administrer les questionnaires. Maintenant, sur le plan technique, nous avons également constaté un certain nombre de déplacés internes à travers la région. Également, il y a une insuffisance de moyens de déplacement encore pour les agents. Maintenant, en plus de ça, c'est prendre des dispositions pour diligenter le paiement des salaires des agents. La première phase, ça nous a handicapé. Aussi, de faire un suivi rapproché par le bureau des agents, d'identifier et d'enlever tous les agents défaillants. J'ose espérer qu'au cours de cette rencontre, nos débats permettront, j'en suis sûr, d'améliorer ce processus de recensement général agricole qui est en cours et de pallier aux différents obstacles qui prévaut sur le terrain, également de faire des recommandations idoines. Ces recommandations qui seront remises à qui des droits permettront d'atteindre les objectifs assignés au recensement général agricole en cours. À Ségou, le comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation a tenu sa rencontre annuelle avec les différents partenaires de la santé. Une occasion pour faire le bilan des activités de 2024 et de faire un plan opérationnel pour 2026. Le reportage de Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Pour faire une planification rationnelle 2026, le comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation CROCEP fait le bilan annuel des activités 2024 de la région. L'analyse de la mise en œuvre des recommandations des assises du CROCEP 2024, la validation des bilans et rapports des services socio-sanitaires de la même année sont entre autres des activités inscrites à l'ordre du jour. La poursuite de la mise en œuvre des différentes politiques dans le domaine de la santé et du domaine social, la vision Malikura Nyetasira Kabensan, Bafla Nibu Oroni Sabama, la situation sécuritaire toujours préoccupante au niveau de la région, les renforcements de la lutte contre la maladie et la malnutrition par l'organisation des campagnes de vaccination contre la poliomyélite, la visite de Madame le ministre de la Santé et du Développement social avec donation des vivres et non-vivres sinistrés de Blas.
2 jours sont mis à profit pour partager avec les participants le contenu des rapports d'activité et bilan 2024 ainsi que les plans opérationnels 2026, choses qui permettront au PRODES d'atteindre ses objectifs. Soutenu par un processus dynamique à ses effets, la participation de tous les acteurs à ce processus est fortement attendue, particulièrement à celle des collectivités décentralisées, des représentants de la société civile et des partenaires techniques et financiers, afin de pouvoir renforcer davantage la mise en œuvre des PRODES. Malgré les difficultés évoquées, les plans opérationnels de 2024 ont pu être mis en œuvre grâce à la qualité du partenariat et à l'engagement sans faille des autorités socio-sanitaires et de la promotion de la femme de nos régions. Par ma voix, les PTF réitèrent leur engagement à accompagner l'État tout au long du processus de planification des activités, ainsi que dans leur mise en œuvre et leur suivi et évaluation. Près d'une centaine d'acteurs de la santé sont venus de San et Ségou pour ces assises. Manifestations folkloriques, prestations de marionnettes, chants et danses sont entre autres activités qui ont marqué la journée culturelle du consortium des organisations féminines pour la promotion et l'émergence des femmes de Koulikoro. La journée s'est tenue dans le gouvernorat de la région. Les précisions avec Adama Traoré. La grande salle du gouvernement de Koulikoro paraît aux couleurs de la culture ce samedi. Ce rassemblement a été l'occasion pour les initiatrices de définir les objectifs de cette journée dédiée à la culture. Il s'agit des responsables du consortium des organisations féminines pour la promotion et l'émergence des femmes, COFPEF. La culture, c'est un levier de paix, de la réconciliation et de refondation, surtout au Mali. Il y a le Sinangouya avec nous ici. Cette journée répond à un besoin crucial d'un retour à la source par l'organisation de telles activités au profit de la culture. Depuis que le président de la République, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta a décrété l'année 2025 comme étant l'année de la culture au Mali, je pense que tout le monde de son côté a organisé une activité qui vient vraiment réconcilier en tout cas les points de vue pour qu'il y ait encore beaucoup plus de cohésion au Mali. La culture est l'identité d'une nation car elle représente l'ensemble des valeurs d'un peuple souverain. Ses langues, ses religions, ses us et coutumes, ses traditions, son éducation, ses ethnies et ses normes sociales. Le général d'armée Assimi invite le peuple malien à revaloriser les vertus de l'ère sociale. Le gouverneur, dans son adresse, a tenu à soutenir l'initiative. Cette journée est aussi un espace d'expression pour les jeunes, les femmes, les artisans et les artistes de notre région. Elle est des moments de transmission de savoir, un creuset de fierté et une passerelle vers un avenir de paix. C'est pourquoi je tiens à remercier et à féliciter toutes les personnes et entités impliquées dans l'organisation de cette belle initiative. La journée s'est poursuivie avec la course des pirogues dont la première place a été enlevée par l'équipe Benkadi de Koulikoro Somono-Daga. L'apothéose des activités a été dominée par les danses et les chants du terroir, sans oublier les prestations des marionnettes. C'est sur cette note culturelle que prend fin ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Barakissa Ouattara. En tant que moi, je vous retrouve demain 13h avec le même plaisir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.